Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme. La population, pour nous, c'est une richesse, mais pour beaucoup de ces pays, notre population est une menace. Il disait que l'AES n'était qu'un fantôme, une illusion. Aujourd'hui, ce fantôme empêche certains dirigeants de dormir. Dans ce discours, un dirigeant malien dénonce sans détour le néocolonialisme, les ingérences étrangères et la dépendance imposée au Sahel. Mais il ne s'arrête pas là, il appelle à une rupture totale avec l'ancien ordre, à une reconquête de la dignité et à une confiance nouvelle dans la souveraineté africaine. Quand on a créé l'AES, les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Tenus par des puissances, certaines puissances de la région, pour des besoins de néocolonisation ou même de domination, parce qu'il y a des voisins qui veulent nous dominer aussi. Donc, et c'est eux qui entretiennent ces groupes. Ces groupes ciblent des objectifs politiques pour pouvoir changer la donne. Et le chemin que nous, on a choisi, c'est une remise en cause du statu quo, une remise en cause du modèle néocolonial, une remise en cause de toute forme de domination et d'hégémonie, que ce soit par des anciennes puissances coloniales ou par des États de la région qui pensent qu'eux, ils doivent subjuguer d'autres. Je ne pense pas qu'on cherche l'Hexagone ou la Russie, mais on cherche l'intérêt du Mali. Si l'intérêt du Mali passe par Moscou, ben nous y passerons. Donc nous, c'est l'objectif que nous recherchons. Parce que si on prend la sécurité, pourquoi on s'est tourné vers la Russie? Parce que nous avons pensé que le modèle qui existait ne répondait plus à nos attentes. C'était un modèle qui renforçait que la dépendance, si on prend que sur le plan sécuritaire, qui ne formait pas nos gens, qui ne mettait pas les Maliens, le Mali, en capacité d'assurer sa sécurité. Et même avec nos ressources, on nous déniait la possibilité d'acquérir des équipements. Et nous pouvions avoir ces équipements avec la Russie. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas aujourd'hui avec la Chine, avec d'autres. Donc pour nous, le curseur, c'est notre intérêt, que ce soit dans le domaine sécuritaire, dans le domaine du développement ou même dans le domaine des relations entre États. Mais là où l'intérêt nous commande de partir, on ira. Dans le passé, ce qu'on nous niait, c'est qu'il fallait être autorisé par Paris, par Washington, pour faire ses choix. Aujourd'hui, on s'est totalement libéré de ça. Et beaucoup de pays en Afrique sont en train de se libérer. Nous avons l'ambassadeur du Tchad ici. Ce n'est pas un courant AES. Il y a l'AES, mais aujourd'hui, la dynamique que l'AES a enclenchée, mais traverse le continent entier parce que les gens veulent vivre dans la dignité. Les gens veulent vivre dans le respect. Les gens veulent sortir de la dépendance, de cette arrogance, de cette condescendance de penser que nous sommes supérieurs. On connaît nos anciennes puissances coloniales, on partait dans des réunions, à peine s'ils n'allaient pas dire aux gens, tu ne peux pas aller au Mali, mais le Mali nous appartient. Pour parler au Mali, venez chez moi d'abord. Donc c'est ce cordon-là que l'AES a coupé. Maintenant, il faut juste qu'on reprenne confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et comme il l'a dit, c'est dans le mental d'abord. La colonisation, là, et tout ce dont on est en train de parler, c'est dans le mental. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les gens s'assument. Maintenant, il faut que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous. Mais qui aurait pensé que le Mali aurait pu survivre à 8 mois d'embargo? Personne. Mais le jour où l'embargo a été décidé, mais les gens étaient désemparés. Mais les gens se sont réunis, ils se sont ressaisis. On en est sorti. Quand on a créé l'AES, mais les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Une des grandes distractions aussi, c'est le terrorisme. Hein? Parce que le terrorisme, là, c'est en train de nous occuper. Et qui meurt? Mais c'est entre nous, Burkinabés, Maliens, Nigériens, Tchadiens, on s'entretue. Toutes ces maladies qu'on crée là, on est dans la distraction. Cette guerre informationnelle, on est encore dans la distraction. Et on passe toute la journée à commenter des incidents, l'actualité, pendant que des puissances sont occupées, ils ont des objectifs. Quand ils créent le terrorisme, il y a quelque chose qui les intéresse. Pendant que vous vous entretuez, ils prennent le contrôle. Donc, je veux que chacun de nous, on prenne assez de recul pour essayer de comprendre ces choses et se projeter. Vraiment, ne nous distrayons pas par rapport à ça. Parce que surtout, ils veulent nous occuper. Parce que tant qu'il y a ça ici,
nous on va dire qu'on a du travail. Mais il faut qu'on prenne de recul en se disant que bon, ça c'est peut-être un obstacle, mais il y a des enjeux plus grands. La population, pour nous c'est une richesse, mais pour beaucoup de ces pays, notre population est une menace. Et ils viennent nous donner des programmes pour détruire la jeunesse là, pour que ça ne puisse pas être un atout pour nous. Et tous ces pays ont des populations vieillissantes. Donc je crois qu'il faut encore une fois que nous-mêmes nous puissions analyser les choses en nous disant que ne nous laissons pas dans le piège de la distraction. Il faut y faire face, mais il faut toujours identifier qu'est-ce qui est essentiel pour aller de l'avant. Le discours que nous venons d'entendre est un véritable manifeste politique. Derrière les mots, il s'agit d'une déclaration d'indépendance, d'une affirmation de souveraineté et d'une critique frontale du système international tel qu'il est vécu par de nombreux pays africains, en particulier au Sahel. Pour bien le comprendre, il faut analyser à la fois le contexte, le contenu et les sous-entendus stratégiques. Dès les premières phrases, l'orateur rappelle la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, souvent moquée à ses débuts. Les observateurs extérieurs parlaient d'un fantôme, d'un projet irréaliste, d'une construction sans avenir. Pourtant, explique-t-il, ce fantôme est devenu une réalité qui dérange, au point d'empêcher certains dirigeants de dormir. Ce renversement rhétorique est puissant, ce qui était vu comme une faiblesse devient présenté comme une force redoutée. On est dans une logique de fierté retrouvée et de revanche symbolique contre les jugements extérieurs. Le cœur du discours est centré sur la remise en cause du modèle néocolonial. L'orateur dénonce avec insistance les anciennes puissances coloniales, mais aussi certains États voisins perçus comme dominateurs. L'argument est clair, l'AES ne se limite pas à une coopération militaire, elle porte un projet politique et civilisationnel au sortir du système de dépendance, refuser l'hégémonie, et revendiquer la dignité. C'est une rhétorique qui trouve un écho dans de nombreux pays africains, car elle exprime un sentiment largement partagé, celui de ne plus être considéré comme un simple objet dans les rapports internationaux. Il insiste ensuite sur la notion d'intérêt national. Le Mali, affirme-t-il, ne cherche pas la France, ni les États-Unis, ni la Russie par idéologie. Ce qui guide les choix stratégiques, c'est l'intérêt du pays. Si cet intérêt passe par Moscou, alors le Mali se tournera vers Moscou. Cette phrase est centrale, car elle redéfinit la relation entre le Mali et les grandes puissances, il ne s'agit plus d'allégeance, mais d'un choix pragmatique. Le partenaire n'est pas une tutelle, mais un outil. C'est une inversion du rapport de force symbolique. La critique du modèle sécuritaire occidental est également au cœur du discours. L'orateur dénonce un système qui entretenait la dépendance, qui empêchait la formation autonome des forces locales, et qui limitait même l'accès aux équipements nécessaires pour défendre le pays. En d'autres termes, il décrit un système qui ne garantissait pas la sécurité, mais qui, au contraire, maintenait une fragilité structurelle. Le recours à la Russie, et plus largement à d'autres partenaires comme la Chine, est présenté comme une alternative pour briser ce cycle. Un passage important est consacré au changement de mentalité. Selon lui, la colonisation est d'abord une question psychologique. L'arrogance, la condescendance et la dépendance ne sont pas seulement des rapports matériels, mais des rapports mentaux. Pour se libérer, il faut d'abord transformer l'imaginaire collectif, croire en soi, se faire confiance, ne plus craindre l'embargo ni les pressions extérieures. L'exemple donné est celui de l'embargo de 8 mois subi par le Mali. Alors que beaucoup pensaient le pays incapable de résister, il a survécu et s'en est même renforcé. Ce récit renforce l'idée de résilience et de dignité retrouvée. L'orateur aborde également la question du terrorisme. Il le présente comme une distraction, une stratégie extérieure visant à diviser les peuples du Sahel, à les pousser à s'entretuer, pendant que d'autres puissances avancent leurs pions et prennent le contrôle des richesses. Cette vision alimente un discours qui relie insécurité et manipulation internationale, les conflits internes seraient instrumentalisés pour affaiblir les sociétés africaines. Ainsi, le terrorisme n'est pas seulement une menace sécuritaire, il est perçu comme un outil géopolitique. Une autre idée forte concerne la jeunesse africaine. L'orateur explique que pour l'Afrique, la jeunesse est une richesse, une force démographique. Mais pour les puissances extérieures, cette jeunesse est perçue comme une menace. D'où l'imposition de programmes, politiques ou économiques, qui visent à neutraliser ce potentiel. Là encore, l'argument est puissant, ce qui est vu comme une faiblesse, la croissance démographique, est présentée comme une arme stratégique, à condition de savoir l'exploiter. Ce discours n'est pas seulement une dénonciation, c'est aussi une projection. Il appelle à ne pas se laisser piéger par les distractions qu'elles soient militaires, médiatiques ou informationnelles.
Les vraies batailles, dit-il, sont ailleurs, dans la construction de l'autonomie, dans la confiance retrouvée, dans la libération des mentalités, dans la capacité à transformer les atouts démographiques en force réelle. Si l'on prend du recul, ce texte illustre parfaitement une tendance plus large en Afrique, la montée d'un nouveau nationalisme panafricain, qui rejette la tutelle occidentale, valorise les alliances alternatives, et insiste sur la souveraineté. Ce discours trouve un terrain fertile, car il correspond à des réalités vécues par les populations en frustration face à l'ingérence, colère contre la pauvreté persistante malgré les ressources, sentiment d'humiliation dans les relations internationales. D'un point de vue diplomatique, cette rhétorique est stratégique. Elle permet aux dirigeants du Sahel de se repositionner, de se présenter comme des porte-paroles d'une Afrique nouvelle. Elle sert aussi à justifier des choix géopolitiques, comme le rapprochement avec la Russie ou la Chine, en les inscrivant dans une logique de libération, plutôt que de simple alignement. En conclusion, ce discours est une véritable déclaration de rupture. Il s'attaque à l'héritage colonial, au néocolonialisme, aux ingérences régionales, à la dépendance psychologique, et propose en retour une vision de souveraineté, de dignité et d'autonomie. Mais il pose aussi une exigence, que les peuples eux-mêmes croient en cette indépendance, qu'ils refusent la peur et qu'ils s'assument pleinement. La force de ce discours ne réside pas seulement dans ce qu'il dénonce, mais dans la manière dont il transforme des faiblesses perçues en levier de puissance, l'AES de fantôme en menace réelle, la jeunesse de poids en richesse, l'embargo de piège en épreuve surmontée. C'est ce renversement symbolique qui fait de ce discours un moment politique important, et qui explique pourquoi il suscite autant de réactions, au Sahel comme au-delà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu et que tu veux continuer à rester informé des dernières actualités internationales, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Tes retours en commentaire sont précieux. Alors partage ton avis et dis-moi ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Olinfo 2.0.